Voilà. Alors, la première diapo, c'est pour rappeler brièvement ce que c'est le concept d'une station d'épuration. Donc, vous avez la station d'épuration, avec en entrée donc toute une série, ce qui compose l'influent de la station d'épuration, donc de l'eau, des polluants organiques biodégradables, et puis également d'autres types de polluants qui sont moins biodégradables et qui peuvent poser des problèmes. Une station d'épuration, en tout cas telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, ça consomme de l'énergie, notamment pour les systèmes classiques où on envoie des bulles d'air pour aérer et pour oxyder toute cette matière organique polluante. Et une station d'épuration, il y a deux sous-produits, des eaux usées traitées, EUT. Donc là, c'est essentiellement de l'eau et de la microbiologie, essentiellement. Ça détruit de l'azote. Alors ça, c'est un peu dommage, parce que l'azote, on l'a vu, c'est un engrais, c'est un fertilisant pour les cultures. Donc l'azote qui rentre sous forme d'azote organique est détruit et part sous forme d'azote atmosphérique. Et également, on se retrouve avec le deuxième sous-produit. Ça fait le lien avec l'intervention de tout à l'heure sur le phosphore résiduaire. Les bouts d'épuration avec des éléments de traces métalliques également. Donc ça, c'est des polluants résiduels qui peuvent poser problème. Et puis le phosphore qu'il faudrait réussir à valoriser. Aujourd'hui, le paradigme, c'est qu'on a une station d'épuration qui est faite pour détruire ou piéger la pollution et faire en sorte que l'eau usée traitée, qui est la sortie, préserve le milieu récepteur. Voilà, donc le procédé majoritaire, il fait ça. Il détruit l'azote parce que l'azote peut représenter un risque pour le système en termes d'eutrophisation, et il piège le phosphore qui lui aussi peut présenter un risque pour les milieux aquatiques en termes d'eutrophisation. Voilà, donc finalement les eaux usées traitées sont globalement débarrassées d'azote et de phosphore. Il en reste un peu, mais globalement elles en sont débarrassées. Voilà, alors les limites, c'est que bon, le traitement est partiel. Les eaux usées traitées, elles sont encore riches en microbiologie et également en polluants émergents. Donc là, on parle des résidus médicamenteux dont vous entendez forcément parler. Je ne rentrerai pas dans le débat aujourd'hui. Et on a donc cette destruction, ce piégeage d'éléments valorisables. La réutilisation des eaux usées, donc on dit réut ou réuse, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux approches qui sont techniquement et philosophiquement très tranchées. Il y a une approche technologique qui va dire, finalement, pour réutiliser les eaux usées traitées qui sortent de la station d'épuration dans les meilleures conditions et dans le meilleur système de gestion de risque, voilà, merci, on va traiter l'effluent au maximum, notamment avec des traitements qui se développent de plus en plus depuis une dizaine d'années, qui sont des traitements membranaires, qui vont parfois jusqu'à l'osmose inverse. Donc au final, on a une désinfection qui est très poussée. On peut parler presque de risque zéro. On a une eau qui est de meilleure qualité que les eaux conventionnelles, que ce soit eau de surface ou eau souterraine. Donc le process amène la qualité et un usage qui est complètement... en principe, qui peut être complètement compatible avec tous les usages d'eau d'une eau conventionnelle, voire même, dans certains cas au monde, une utilisation des eaux usées traitées en eau potable. Ça reste rarissime, mais il y a des cas qui existent. L'exemple, c'est la réglementation californienne. Ensuite, il y a une deuxième approche, qui est un peu plus pragmatique, qui est une approche qui dit on raisonne au niveau du cycle de l'eau. C'est une approche multibarrière, et on se dit que chaque étape entre l'eau usée brute qui rentre dans la station d'épuration, et puis dans une logique de réhute agricole, le produit fini récolté, qui est celui finalement qui va vraiment représenter un risque sanitaire, dans chaque étape, il va y avoir une barrière qui va contribuer ou pas à un abattement progressif de la quantité de germes microbiens. Voilà, donc ça veut dire par exemple, la station d'épuration, c'est une première étape, donc qui va transformer l'eau brute en eau usée traitée. Ensuite, on peut avoir un traitement d'affinage de l'eau derrière. Ensuite, il va y avoir le dispositif de stockage. Est-ce que pendant le stockage de l'eau pour l'irrigation, il va y avoir contamination ou au contraire une épuration complémentaire? Ensuite, il va y avoir le dispositif d'irrigation qui va permettre d'amener l'eau à la parcelle, de la projeter par exemple sous forme de gouttelettes. Donc là, on va avoir un contact avec un milieu oxydant, l'air, avec du soleil. Donc là aussi, une étape supplémentaire. Ensuite, il va y avoir le délai de récolte entre le moment de l'irrigation et puis la récolte. Et puis après, il peut y avoir tout un tas de transformations sur le produit agroalimentaire. Donc la deuxième logique, finalement, réglementaire de réutilisation des eaux usées, c'est cette logique multibarrière, avec un certain nombre d'étapes qui vont contribuer ou pas à l'abattement microbien. Et ça, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé de 2006. Et c'est également la réglementation française qui a été mise en place en 2010 et 2014 et qui est parfois assez critiquée, quoi.
La question centrale, c'est jusqu'où on traite et à quel coût. Voilà. Aujourd'hui, il y a très peu de réalisation de réutilisation des eaux usées dans la région. Alors, là, ça permet de rebondir justement sur l'intervention de Dominique. Hein. Comment s'est mis en place cette réglementation sur la réutilisation des eaux usées en France? Il faut remonter à la directive eaux résiduaires urbaines de 91. Donc, suite à cette directive européenne, il y a toute une campagne de mise aux normes des stations d'épuration qui se met en place en Europe et en France en particulier, même si on n'est pas forcément les meilleurs élèves sur ça. Mise aux normes des stations d'épuration, amélioration des traitements, augmentation de la quantité de boue produite. Et du coup, premier questionnement, qu'est-ce qu'on va faire de ces sous-produits là? Donc les boues d'épuration, hein, il y a toujours 2 sous-produits, les boues d'épuration et les eaux usées traitées. À cette époque-là, donc on voit cette question de l'assainissement des stations d'épuration qui se mettent en place, c'est pas seulement au niveau européen, mais c'est également au niveau mondial. On a des premières recommandations de réutilisation des eaux usées de l'OMS et des recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui est anciennement l'ANSES, enfin maintenant c'est l'ANSES, en 91, avec l'approche des risques dont je vous parlais auparavant, l'approche multibarrière, quoi. À cette époque-là, donc fin des années 80, début des années 90, on a les premiers cas de réutilisation des eaux usées agricoles en France. Clermont-Ferrand, Noirmoutier, j'en parlerai après, Porquerolles. Et un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt sur ces pratiques de réutilisation des eaux usées. Les opérations enclenchées à l'époque tournent toujours, mais il n'y en a pas d'autres. Et pourquoi ce coup d'arrêt? Les recommandations du CHSHPF, en principe, devaient lancer la réglementation française réutilisation des eaux usées. Moi, je vois 2 explications. Il y a une explication, c'est que ces années 80-90, on est dans un contexte de scandales sanitaires importants qui sont liés au sang contaminé, à la vache folle, à l'amiante, les polémiques OGM, etc. Donc, un contexte qui n'est pas très simple pour une pratique où on valorise un sous-produit qui est quand même chargé en éléments microbiens. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a vraiment besoin en France? Moi, je travaille pour le canal de Provence. Je peux vous dire que de l'eau en Provence, on en a, au moins dans certains coins. Il y a des grands réseaux également dans le Languedoc, en Midi-Pyrénées. Il y a toute une partie de la France qui jusqu'ici n'était pas touchée par les pénuries d'eau et qui pouvait faire une agriculture pluviale sans irrigation, sans vraiment de difficultés. Donc la question, elle est vraiment là. Si on compare à l'Espagne, à Israël ou d'autres pays du pourtour méditerranéen, ou la Californie, est-ce que le besoin drivait finalement la réglementation? La réponse, elle est non. Par contre, pour les boues d'épuration, là oui. Là, toute la mise aux normes des stations d'épuration a fait qu'il y a eu un volume de déchets à traiter et qu'on ne pouvait pas rejeter au milieu naturel comme les eaux usées traitées, quoi. Donc là, il a fallu faire quelque chose, d'où la réglementation boue de 97-98, mais ce n'est pas le sujet de l'intervention là. Voilà, elle est là, elle répond à un réel besoin, en fait, cette réglementation, avec une approche assez pragmatique, et qui fait qu'aujourd'hui, en France, on arrive à recycler 60% des boues d'épuration en agriculture, sous forme de boue, sous forme de compost de boue. Là encore, il y a tout un débat par rapport à la question du risque. C'est une pratique qui dure maintenant depuis plus de 30 ans. Il y a des équipes INRA qui se sont éclatées avec des programmes de recherche considérables et qui ont ramené énormément de références sur ça. Scientifiquement, c'est complètement cadré. Ça peut toujours faire peur, mais scientifiquement, on sait où on va. Et en France, on recycle 60% des boues. Moi, d'un point de vue pragmatique, je trouve que c'est une bonne solution plutôt que de les mettre en décharge ou de les brûler, surtout connaissant la crise phosphore dont tu parlais tout à l'heure. Alors, et la réglementation de réutilisation des eaux usées, elle revient finalement au début des années 2010. Donc il y a un stand-by entre le début des 91, les recommandations du CSHPF en France, et puis le début des années 2010, où 2 arrêtés finissent par sortir en 2010-2014. Alors, en 2 mots, cette réglementation française, elle est basée sur des textes existants. Donc, l'approche risque sanitaire, c'est les recommandations du CSHPF de 91. Donc ça, c'est finalement les recommandations de l'OMS. Et l'approche risques environnementaux, elle est calée plutôt sur la réglementation boue de 97. Ce qui va causer des problèmes parfois. Ça va être très compliqué, c'est pas grave, je ne terminerai pas ma présentation. Les principes majeurs de la réglementation, traçabilité, des paramètres de suivi qui sont au nombre de 6, dont un traceur principal qui est Escherichia coli, 4 qualités d'eau en fonction du niveau de paramètres,
Et puis ensuite, 11 types d'usages suivant la qualité d'eau, suivant les distances, etc. Donc voilà, vous avez tout ça. Vous avez également le contenu du dossier d'autorisation, avec un double accord de l'autorité sanitaire, hein, ARS, et de l'autorité environnementale, la DDT, quoi. Avec un point qui est intéressant, c'est qu'il y a une convention d'accord entre les parties prenantes qui doit être signée et annexée à la demande d'autorisation. Donc ça veut dire qu'entre la municipalité, le gérant de la station d'épuration, les agriculteurs qui utilisent, il faut qu'il y ait un accord qui ait été signé préalablement et qui répartisse un peu les rôles. Et évidemment, un suivi sanitaire important. Alors, bon, ça, voilà, ça date de 2007, mais ça n'a probablement pas beaucoup évolué, hein. On voit les volumes réutilisés quotidiennement d'eau usée traitée, voilà, en milliers de mètres cubes en France, 19 000 mètres cubes. Grèce, Angleterre, Chypre, Tunisie, Italie, Espagne, Israël. Israël, donc on est, ça fait 1 million de mètres cubes par jour, quoi, quasiment, si je ne me trompe pas. Ouais, milliers. 90% des eaux usées traitées sont réutilisées en Israël, notamment avec un stockage intersaisonnier dans des nappes. Donc ils infiltrent dans des nappes au sud de l'agglomération de Tel Aviv, et ensuite ils ressortent l'eau petit à petit pour l'agriculture, quoi. Bon, et puis après, États-Unis, Chine. Voilà. Pourquoi en France c'est peu répandu? Bon, les ressources abondantes, on en a parlé, des craintes, des blocages administratifs, peut-être, parce que cette réglementation qui est en place en 2010-2014, finalement il y a des projets qui ont émergé avant, mais depuis qu'elle est en place, enfin, c'est paradoxal, hein, il n'y avait pas de réglementation, mais il y a des projets qui ont émergé. Depuis qu'elle est en place, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui est sorti, quoi, ou aucun de taille conséquente. Et on en accompagne plusieurs, hein, SCP. Alors la SCP, pourquoi on est là-dedans? Nous, bon, vous nous connaissez, hein, ça c'est le réseau hydraulique Canal de Provence, hein, on est un opérateur hydraulique régional. Hein, nos conseils d'administration, c'est les collectivités de la région. On est consultant en réutilisation des eaux usées depuis la fin des années 80, avec une logique de valorisation de l'ingénierie, en fait. Hein. Voilà, avec beaucoup de choses qui ont été faites en France et autour du pourtour méditerranéen. Et là, c'est là que je vais parler de Clermont-Ferrand et Noirmoutier, et également une expérience qu'on a dans l'ARPI provençal. Donc voilà, il faudra me dire quand est-ce que je m'arrête. Hein. Oui. Voilà. Très bien. Une diapo d'intro par rapport à ces cas de terrain, c'est qu'en fait, la réutilisation des eaux usées traitées, c'est une démarche qui est complètement multithématique. Hein. Il y a de la technique, traitement de l'eau, réseau hydraulique, système d'irrigation. Il y a des aspects sanitaires, hein, avec la qualité des eaux, la gestion du risque. Il y a de l'agronomie, évidemment, hein, la fertilisation, le système de culture. Une particularité, c'est qu'avec une station d'épuration, on a de l'eau disponible toute l'année. Donc l'idée, ça va être de trouver des systèmes de culture avec des cultures irriguées qui vont demander de l'eau le plus possible. Parce que sinon, quelque part, on perd de l'eau, quoi. La station va continuer à produire et c'est une eau qui va repartir au milieu naturel. Donc ça, c'est une particularité des systèmes agricoles, réutilisation des eaux usées. Il y a des aspects sociaux, avec la question de l'organisation des acteurs, l'acceptabilité sociale, ça c'est complètement fondamental, hein, parce que c'est pas gagné. Au niveau économique, il y a la rentabilité des systèmes, le retour sur investissement, et au niveau réglementaire, alors là, il faut se coltiner des normes qui ne sont pas toujours très simples. Et tout ça, ça fait des scénarios différents de réutilisation des eaux usées. Un exemple, Clermont-Ferrand. Alors ça, c'est la carte, elle est intéressante cette carte, hein, la trentaine ou la quarantaine de cas de réutilisation des eaux usées en France. Hein. Donc c'est une carte qui date du début des années 2010, mais elle n'a pas changé. On voit évidemment les zones littorales, hein. Donc là il y a pas mal de choses sur Languedoc-Roussillon, PACA. C'est des toutes petites opérations. Hein. Nous on en a fait un certain nombre, et notamment celle de Porquerolles qui tourne encore. Bon, c'est quelques hectares de vergers sur l'île de Porquerolles, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Moi, je vais parler de Clermont-Ferrand et de Noirmoutier, qui sont les deux plus grosses opérations de réhute agricole en France et qui sont quand même assez intéressantes. On voit que sur la façade atlantique, hein, là aussi, en été, il peut y avoir des pénuries d'eau très sévères. Et il y a des cas de réutilisation des eaux usées, en particulier pour des golfs aussi, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Alors, Clermont-Ferrand, donc des éléments de contexte, hein, c'est qu'on est dans un territoire au niveau géologique, pédologique, qui fait qu'il y a une absence de ressources en eau conventionnelle dans ce coin-là. Il y a une rivière qui est un affluent de l'Allier qui passe à côté, mais qui est une rivière fragile en été, donc il n'est pas question de développer l'irrigation à partir de cette ressource-là.
Et le projet de réutilisation des eaux usées, il a été initié en 89. Hein. Donc c'est à l'époque des premières réflexions, réutilisation des eaux usées, à l'époque de la mise en place des réglementations CSHPF, etc. Et donc c'est les administrations locales qui ont dû donner leur autorisation en faisant comme ils pouvaient en l'absence d'un cadre réglementaire national. Voilà. Un élément de contexte important, c'est qu'on a une sucrerie, une grosse sucrerie, donc betterave à sucre, qui est à proximité de la station d'épuration. Et donc il y a eu la possibilité d'utiliser les bassins de lagunage de la station de la sucrerie, donc des bassins utilisés pour les eaux sales de la sucrerie, de les utiliser pour faire passer les eaux usées traitées de la station d'épuration. C'est-à-dire qu'on va avoir un deuxième étage de traitement de l'eau grâce à l'implantation de la sucrerie. Alors c'est facilité finalement parce que les coopérateurs de la sucrerie, enfin, ou en tout cas oui, les clients de la sucrerie, c'est une coopérative je crois, sont aussi les agriculteurs qui vont bénéficier de l'eau quoi, finalement. Donc, en tout cas, ça c'est un point important. Ça peut servir de stockage et et d'affinage de l'eau. Les acteurs locaux, donc on a un aménageur hydraulique du Limousin qui s'appelle Somival, une association d'arrosants, la sucrerie, les administrations et puis l'Observatoire régional de la santé. Ça c'est une chose intéressante. Bon là vous voyez le périmètre, hein. Le petit carré bleu en bas à gauche là c'est la station d'épuration et là la patate verte c'est tout le périmètre irrigué. Donc pour ceux qui s'y connaissent en traitement de l'eau, hein, c'est une station bout activée avec le lagunage en finition. La qualité, on atteint la qualité A, donc la meilleure qualité selon les recommandations de l'OMS, une fois qu'on est passé par la station et par le lagunage, hein, les lagunes de la sucrerie. Agriculture, c'est du maïs semence. On est dans le territoire là, de Limagrin, hein, à côté de Clermont-Ferrand. Donc c'est un gros producteur de semences français. Maïs semence, betterave à sucre, colza. 700 hectares, 51 exploitations. Et puis là, bon, c'est des données de réseau d'irrigation. 700 000 à 1,2 million de mètres cubes par an vont être valorisés dans le système d'irrigation, ce qui correspond à 5% du volume annuel de rejet de la station. Donc là, il faut se dire quand même, on a une station qui va continuer à rejeter 95% du débit, parce qu'on n'a pas besoin d'arroser ce maïs semence toute l'année. Voilà. La culture, c'est essentiellement du maïs semence. Hein. Donc là, on voit bien les rangs et interrangs, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Hein. Maïs semence, il y a des rangs mâles, des rangs femelles, il y a la castration du maïs, avec la chaîne des puits derrière. Le prix de l'eau et quelques enseignements, puis après j'irai à ma conclusion. Et si ceux qui veulent, on peut en discuter. J'ai deux autres exemples à Noirmoutier dans le coin, mais j'irai directement à la conclusion. Donc, Clermont-Ferrand, on a une situation locale qui est particulièrement favorable à un schéma de REUT avec un vrai besoin en eau, pas de ressources alternatives. Le traitement tertiaire qui est disponible, donc c'est les bassins de la sucrerie à côté. Et on a des acteurs locaux qui sont très moteurs. Hein, l'aménageur hydraulique, les agriculteurs. Apparemment, les services de l'État là, étaient plutôt dans une logique, voilà, il n'y a rien qui existe, il faut faire quelque chose, il y a une demande, donc c'est assez constructif. Et puis, il y a ce suivi sanitaire aussi, hein, avec 3 ans de suivi avant de vraiment lancer, déployer le système, entre 96 et 99, 15 000 personnes de suivi, des agriculteurs, des saisonniers. Le maïs semence, il y a des emplois étudiants l'été ou des petits boulots pour castrer le maïs aussi. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, on arrête l'irrigation quand il y a les ouvriers dans les parcelles, mais il y a quand même une fréquentation quoi, hein, de ces champs. Un réseau sentinelle de médecins et de pharmaciens, et tout ça, ça a été très rassurant hein, en termes d'impact sanitaire hein, de la pratique. Voilà. Et un autre enseignement, c'est qu'il y a eu un effort de concertation très important hein, pour l'organisation de la démarche, l'autorisation, la mise en œuvre, le financement. Quelques idées à retenir hein, à la fin, c'est qu'il y a un intérêt environnemental qui est assez évident. Ça permet de valoriser un sous-produit, l'eau, hein, de la station d'épuration, et une partie des nutriments. Au passage, la partie de nutriments qui reste, même si elle a été très abattue par rapport à l'eau usée brute, c'est de l'azote et du phosphore qui peuvent représenter une menace pour le milieu hein, en termes d'eutrophisation. Ça permet aussi d'éviter une gestion par défaut, hein, qui est le rejet. Une autre idée à retenir, c'est qu'il y a des dynamiques qui sont très contrastées. Quoi. On le voit au niveau international, au niveau français. Dans la région, globalement, oui, on observe une certaine forme de stand-by. Hein. Par contre, sur le bassin méditerranéen, les urgences sont complètement inversées. Donc, on pense au Maghreb, Israël,
la Palestine également. Là, on a des études en Palestine en ce moment sur la réutilisation des eaux usées. Les stations d'épuration se mettent en place avec les bailleurs de fonds internationaux, et derrière, les périmètres irrigués se développent sur les eaux usées traitées. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est des pratiques qui sont éprouvées et des risques à peu près connus. Hein, ça, on en a parlé, hein, des années de recherche, notamment sur les boues d'épuration en France, mais sur la réutilisation des eaux usées largement dans le monde. Voilà, donc la compatibilité, elle est démontrée avec des produits agricoles de qualité, quoi. Voilà. Après, il y a des freins, il y a les polluants émergents, hein, c'est vrai. Hein, le risque de développement, hein, le principe de précaution, et puis cette question d'acceptabilité sociétale qui est complètement fondamentale, et sur laquelle on va travailler, j'espère, avec Aix-Marseille Université, parce qu'on a déposé un projet ensemble, notamment sur ce sujet, pour le territoire le parc du Luberon. Voilà.